Bonjour, ici Marc-André. Aujourd'hui, sujet numéro 23, les forces intermoléculaires, deuxième partie. Alors, au dernier sujet, on a parlé des forces de Van der Waals, qui sont des forces intermoléculaires de faible intensité qui s'exercent entre les molécules à l'état condensé. Un deuxième grand type de force intermoléculaire, c'est la liaison hydrogène. En effet, l'hydrogène participe à une interaction de type dipôle-dipôle, particulièrement forte lorsqu'il est présent dans l'une des trois liaisons suivantes, HF, HO, HN. Alors pourquoi ces trois éléments-là spécifiquement et seulement? C'est à cause des caractéristiques communes qu'ils possèdent. Premièrement, ce sont des éléments très électronégatifs. Donc les liaisons mentionnées sont fortement polarisées. Deuxièmement, ce sont des petits éléments, ce qui va permettre un rapprochement des atomes impliqués. Et troisième caractéristique, il possède des doublets libres, qui est une caractéristique essentielle aux liaisons H. OK, alors ici, on peut voir là, une liaison H entre deux molécules d'eau. Là, je l'ai représenté à l'aide de pointillés. C'est comme ça qu'on les représente habituellement. Et on peut aussi les appeler des ponts hydrogènes. On peut donc voir qu'ils s'établissent là, entre un doublet, dans ce cas-ci, sur l'oxygène qui est delta-, et le H d'une deuxième molécule qui est attaché à l'oxygène qui est donc delta+. Alors, pour avoir une liaison H, on a besoin de ce qu'on appelle un donneur de liaison H. Un donneur de liaison H, c'est quoi? C'est un H connecté directement au fluor, à l'oxygène ou à l'azote. Et on a besoin d'un accepteur. Un accepteur, c'est un doublet libre qui est sur le fluor, l'oxygène ou l'azote. D'accord? Donc, dans le cas de la molécule d'eau, on peut remarquer qu'il y a deux donneurs et deux accepteurs par molécule, ce qui lui confère la capacité exceptionnelle de pouvoir générer 4 liaisons H par molécule. Ce potentiel va être atteint avec l'eau sous forme de glace, mais à l'état liquide, les liaisons H vont pouvoir se former et se déformer à tout instant, étant plus faibles en énergie que des liaisons intramoléculaires comme les liaisons covalentes ou ioniques, mais généralement plus fortes que des forces de Van der Waals, ce qui fait en sorte que ça va nous permettre d'augmenter la cohésion des petites molécules de façon significative. OK, un autre exemple de molécule qui peut bénéficier de liaison H, l'acide fluorhydrique, HF. Je vais donc représenter deux molécules HF comme ceci et à l'aide de pointillés, je vais montrer la liaison H entre les deux molécules. OK, alors les liaisons H sont très importantes pour les petites molécules puisqu'elles vont augmenter leur cohésion de façon significative. Ce qui est illustré dans le graphique suivant là, qui est tiré de votre livre. Alors ici, on a 4 séries d'hydrures covalents d'éléments de différentes familles chimiques. Si on regarde la série de la famille 4A, CH4, SiH4, GeH4, SnH4, on remarque une augmentation progressive du point d'ébullition alors que j'augmente la masse molaire de l'atome central. Donc ça s'explique par le fait que les Van der Waals sont les uniques forces qui peuvent assurer la cohésion de ces molécules-là. Et on sait que les Van der Waals vont augmenter avec la polarisabilité de la molécule qui augmente avec la masse molaire. Maintenant, si je me tourne vers les autres séries, effectivement, on remarque la même tendance à la fin de la série, mais au tout début, on remarque des anomalies dans le cas du NH3, HF et H2O. Donc, ces molécules-là ont des températures d'ébullition beaucoup plus élevées que ce que la tendance le suggère. Alors, que se passe-t-il dans le cas de ces molécules-là? Eh bien, en plus d'avoir des forces de Van der Waals, on a aussi des liaisons H qui vont augmenter de beaucoup leur cohésion. Donc, par exemple, si je compare H2S à H2O,
H2S a une température d'ébullition de moins 60 degrés Celsius, c'est donc un gaz aux conditions ambiantes, et il y a seulement les van der Waals de dispersion qui peuvent assurer sa cohésion. Dans le cas de l'eau, en plus d'avoir des van der Waals de dispersion, on sait qu'elles sont omniprésentes, on a aussi les liaisons H. Même principe ici, si je compare HCl versus HF, HCl, point d'ébullition très faible, moins 85 degrés Celsius, on a seulement des van der Waals ici. Dans le HF, 20 degrés Celsius comme point d'ébullition. Donc, en plus d'avoir des van der Waals, j'ai évidemment les liaisons H. Donc, conclusion, quand on a une petite molécule, la capacité de former des liaisons H va avoir un impact significatif sur la cohésion et les liaisons H sont définitivement plus fortes que les van der Waals dans le cas des petites molécules. Mais là, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les liaisons H sont essentiellement constantes en intensité, là, peu importe la taille de la molécule, mais les forces de van der Waals, on sait qu'elles vont augmenter progressivement avec la masse molaire de la molécule. Donc, dans le cas des petites à moyennes molécules, la présence de liaisons H va certainement avoir un impact très important sur la cohésion, mais quand j'arrive à des molécules très volumineuses, voire des macromolécules, eh bien là, compte tenu que les forces de dispersion sont très élevées, de rajouter quelques liaisons H ne va pas nécessairement avoir un impact si important que ça sur la cohésion. D'accord? Alors, conclusion, pour les molécules volumineuses, les liaisons H sont moins fortes que les van der Waals de dispersion. OK, ici j'ai un exercice où on doit encercler les espèces qui peuvent former des liaisons hydrogènes et je vais les illustrer. C'est le cas du méthanol. On a un hydrogène connecté à l'oxygène. Alors, je vais dessiner en fait deux molécules en structure de Lewis simplifiée. Et je vais montrer là l'établissement de la liaison H entre le donneur d'une molécule et l'accepteur d'une deuxième. C'est le cas aussi de l'acide carbonique HCOOH que je vais dessiner ici. Alors, encore une fois, à l'aide de pointillés, je montre l'établissement de cette liaison H-là. D'accord? Alors, pour la série du bas, il y aurait NH3 et l'acide acétique. Je vous invite à dessiner, là, comme je l'ai fait en haut, l'établissement de liaison H entre deux molécules. Parlons maintenant de l'eau et de ses caractéristiques exceptionnelles. Comme on a vu tout à l'heure, l'eau a un point d'ébullition exceptionnellement élevé pour une si petite molécule. Une caractéristique qui a certainement contribué à l'évolution de la vie sur Terre. Autre caractéristique importante à la vie aquatique cette fois-ci, c'est qu'elle possède une masse volumique plus faible à l'état solide qu'à l'état liquide. Et c'est pour ça que la glace flotte dans l'eau. C'est une caractéristique qui est très, très rare. En fait, la vaste majorité des autres substances, c'est l'inverse. L'état solide a une masse volumique plus grande que l'état liquide. Alors, cette caractéristique-là peut être expliquée que lors de la cristallisation de l'eau liquide, les molécules vont se disposer d'une façon définie de manière à former 4 liaisons H par molécule d'eau simultanément et ça nous génère un réseau cristallin hautement organisé. Là. Et il y a une expansion, là, il y a une formation de cavité hexagonale dans cette structure-là qu'on peut observer dans le schéma qu'il y a ici à droite. Et ces structures-là prennent de plus d'espace qu'à l'état liquide. Et c'est pour ça que, donc, il y a une expansion de l'eau lors du phénomène de solidification.
OK, il existe aussi des liaisons H dans des molécules biologiques d'importance. Dans l'ADN, là, la double hélice, en fait, les deux hélices sont liées l'une à l'autre à l'aide de liaisons H et sans aucun doute, l'intensité des liaisons H là, est intéressante ici puisqu'on sait que ce sont des forces intermoléculaires, donc de faible intensité, qui sont facilement donc rompues. Ça permet de donner une certaine souplesse aux molécules biologiques là, qui, comme on sait, sont en constante évolution. C'est le cas aussi des protéines où on peut avoir des structures de type hélice alpha ou feuillet bêta, là, des structures tridimensionnelles où on va avoir des liaisons H entre différents acides aminés. OK, parlons maintenant des forces ions dipôles. En fait, ce sont des forces qu'on rencontre en chimie, mais qui ne sont pas des forces ni intermoléculaires ni intramoléculaires. Ce sont des forces qui sont spécifiquement entre un ion et une molécule polaire. Donc, par exemple, là, si je mets du NaCl dans l'eau, je vais dissocier le NaCl en ions Na+, et Cl-. Et l'eau, étant une molécule polaire, va pouvoir générer des interactions ion-dipôle avec les ions du composé ionique. Donc, on va avoir une interaction là, entre l'ion de charge, donc positive ou négative, et le pôle de charge opposé de la molécule polaire. OK, donc ces forces-là, on va les rencontrer lors de la dissolution des composés ioniques dans l'eau. Et les réactions de dissolution, là, on part toujours du solide ionique. Alors, il est important ici là, d'écrire les états physiques et on va mettre un petit N devant H2O, ce qui symbolise qu'on a un certain nombre de molécules d'eau par mol du composé ionique, puisqu'on a besoin de plusieurs molécules d'eau pour entourer les ions. On va mettre un petit N ici. L'eau est un liquide et on obtient donc les ions à l'état aqueux. Et l'état aqueux représente que les ions ont été entourés de molécules d'eau. Donc, comme on peut voir dans le schéma ici, là, les ions de solide ionique ont été séparés et dans chacun des cas sont entourés de 6 molécules d'eau. Les molécules d'eau sont orientées d'une façon différente selon la charge de l'ion. Et ces forces attractives-là, elles permettent la dissolution des composés ioniques dans l'eau. Et voilà, donc ce sont des forces attractives là, qui sont ni des forces intermoléculaires ni des forces intramoléculaires, mais qu'on rencontre lors de la dissolution des composés ioniques. Voilà, alors réaction de dissolution, il faut être capable d'écrire des équations de dissolution. Donc j'ai mis un petit exercice ici. Alors, ce qu'il faut écrire, c'est la structure du solide ionique. On met N molécules de H2O, qui est un liquide, et on fait une flèche et on monte les ions là, constitutifs du composé ionique qui sont à l'état aqueux. Vous allez pouvoir. Ce qui nous amène au fameux tableau résumé des 4 grands types de solides cristallins rencontrés cette session. Vous comprendrez que la cohésion dans chacun des cas est assurée par la force électrostatique, mais qui va se décliner d'une façon bien spécifique pour chacun des solides. Alors, commençons notre survol avec les solides ioniques, qui sont, comme on sait, des composés ioniques, là, donc des corps composés, souvent formés d'un métal et d'un non-métal. Il faut se souvenir que le nombre d'oxydation du métal doit être plus petit ou égal à 3. Et bien sûr, il y a des exceptions. Je pense en particulier lorsqu'on a l'ion polyatomique NH4+, ammonium. Alors, les unités de base sont des ions positifs et négatifs, attirés les uns aux autres par la liaison ionique, qui est une force électrostatique pure et simple. Et l'intensité de cette force-là est très élevée, mais elle va augmenter avec la charge des ions.
Donc, par exemple, là, dans le cas d'une HCl où on a un cation +1 et un anion -1, on a quand même une cohésion assez forte. Là. On parle d'une température de fusion dans les 800 degrés Celsius, mais on va pouvoir atteindre des valeurs très, très, très élevées lorsque les charges sont élevées. Donc, par exemple, là, dans le cas du saphir, qui a la formule chimique Al2O3, qui est donc constitué du cation aluminium 3+, et le anion O2-. Donc là, la cohésion est très, très forte, légèrement en dessous du diamant, mais ça démontre à quel point la cohésion va être élevée dans le cas des solides ioniques. OK, donc de façon générale, ils sont très durs, ils sont cassants, température de fusion élevée et ce sont des mauvais conducteurs. Ça, c'est à l'état de solide, bien entendu. Si on les liquéfie à haute température, ben là, ils deviennent conducteurs d'électricité ou bien si on les dissout dans l'eau. OK, deuxième type de solides, les solides moléculaires. Quels sont-ils? Les non-métaux du tableau périodique là, qui vont former des solides moléculaires à l'état condensé. On a aussi les composés covalents, donc des espèces chimiques là, où on aurait généralement des non-métaux liés les uns aux autres par liaison covalente, qui sont des liaisons de forte intensité, mais les molécules sont liées les unes aux autres par des forces intermoléculaires qui, elles, sont de faible intensité. Alors, les forces intermoléculaires, on en a discuté au dernier sujet. Il y a les forces de Van der Waals et la liaison H. Et les forces de Van der Waals sont en général très faibles, mais elles vont augmenter de façon progressive lorsqu'on augmente la masse molaire. Les liaisons H, quant à elles, elles sont essentiellement constantes en intensité, mais elles vont être particulièrement élevées pour les petites molécules. Donc, pour les petites molécules, elles vont augmenter de façon significative leur cohésion. Alors, de façon générale, les solides moléculaires sont mous. On a des températures de fusion basses à moyenne et ce sont de mauvais conducteurs. Passons maintenant aux solides covalents. Donc, quels sont-ils? Les 8 métalloïdes du tableau périodique plus le carbone. Il y a un composé notable qu'il faut reconnaître, le SiO2 sous forme de quartz. Donc, ce qu'on va avoir, c'est un réseau à grande échelle où tous les atomes sont liés les uns aux autres par liaison covalente de forte intensité pour ne former essentiellement qu'une grosse molécule. Donc, puisque la liaison covalente est forte, l'intensité, la cohésion des solides covalents est généralement élevée. Donc, on a vu ensemble les facteurs qui vont jouer spécifiquement sur la cohésion, le nombre de liaisons que peut former l'atome et la force des liaisons covalentes. On a vu que le point maximum est atteint avec le carbone sous forme de diamant. Donc, de façon générale, les solides covalents sont durs, température de fusion élevée et ce sont de mauvais conducteurs, à l'exception du graphite, qui, lui, à cause de ses électrons pi délocalisés, va être un excellent conducteur électrique. On peut noter au passage aussi que les métalloïdes, ce sont de semi-conducteurs dont la conductivité électrique va augmenter avec la température. Passons maintenant aux solides métalliques qui sont les éléments métalliques du tableau périodique où on a en fait des cœurs d'atomes positifs qui vont se disposer d'une façon bien précise pour former la maille du réseau cristallin. Et on a les électrons de valence délocalisés qui vont pouvoir circuler de façon libre entre les cœurs d'atomes positifs. Et la cohésion est assurée par une force électrostatique entre les électrons de valence délocalisés et les différents cœurs d'atomes positifs, ce qu'on appelle la liaison métallique. Alors, cette liaison-là, en termes d'intensité, va être très variable et le facteur à considérer, le facteur principal, c'est le nombre d'électrons de valence délocalisés. D'accord? Donc, certains métaux notables, ceux qui sont les plus faibles en termes de cohésion, le mercure, le gallium et l'étain, suivis des alcalins, là, à cause qu'ils ont un seul électron de valence, la cohésion est particulièrement faible. Et lorsqu'on se déplace vers la droite du tableau périodique, on va augmenter progressivement la cohésion pour atteindre des valeurs très élevées, là, par exemple dans le cas du chrome ou du fer. Parfait. Donc, caractéristiques générales, mou à dur, température de fusion variable et, comme on sait, d'excellents conducteurs électriques et thermiques. OK, alors maintenant, je vais vous montrer un exercice typique
qui permet de réviser en fait le différents types de forces attractives rencontrées cette session. On nous donne une réaction chimique, on a des espèces chimiques et les états physiques qui sont spécifiés. On nous demande d'indiquer le type de liaison brisée et formée. D'accord? Alors, on doit s'imaginer dans chacun des cas le passage forcé par l'état atomisé. Donc, on doit briser toutes les forces attractives qu'on a dans nos réactifs. On passe par l'état atomisé et ensuite, on doit s'imaginer la formation de toutes les nouvelles forces attractives qu'on rencontre dans les produits. OK, alors une bonne stratégie pour aborder ce type d'exercice-là, je vous dirais, ce serait d'identifier le type d'espèce qu'on a. Donc, SiO2 solide, comme on sait, c'est un solide covalent. HF liquide, c'est un liquide moléculaire. SiF4 gazeux, donc un gaz moléculaire. H2O liquide, liquide moléculaire. Donc, une fois que j'ai fait ça, ça devient un petit peu plus facile d'identifier les liaisons brisées et formées. Donc, SiO2 solide. Donc là, ce sont des liaisons covalentes polaires qu'on doit briser. On sait que dans le quartz, on a seulement des liaisons silicium-oxygène. OK, en ce qui concerne le HF liquide, donc, premièrement, là, pour passer du liquide au gaz, on doit briser des forces intermoléculaires, là, les liaisons hydrogène et les forces de Van der Waals. Et une fois qu'on a atteint l'état gazeux, là, je vais devoir briser les liaisons covalentes polaires que j'ai entre l'hydrogène et le fluor. OK, une fois que j'ai atteint l'état atomisé, on considère les nouvelles formations de liaison dans les produits. Alors, SiF4 sous forme de gaz. Donc là, on forme des liaisons covalentes polaires entre le silicium et le fluor. Comme c'est l'état gazeux ici, on ne forme pas de liaison intermoléculaire. H2O liquide, liquide moléculaire. Donc là, ici, liaison covalente polaire entre l'oxygène et l'hydrogène. Et ensuite, comme c'est un état condensé, les forces intermoléculaires de Van der Waals et de liaison H. OK, autre type d'exercice que vous allez rencontrer, on nous donne un phénomène, on nous demande d'indiquer le type de liaison brisée. Donc là, il faut bien comprendre là, la définition de chacun des phénomènes. Vaporisation de Br2, donc ça signifie le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Et dans le cas du Br2, qui est une molécule non polaire, ce qu'on va briser ici, ce sont des forces intermoléculaires de type Van der Waals. Ensuite, deuxième exemple, fusion du NH4,3PO4. Fusion, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide. Ici, il s'agit d'un solide ionique. Donc, ce qu'on va briser, là, c'est certaines des liaisons ioniques. Alors, je vais écrire ici rupture partielle des liaisons ioniques. Alors, rupture partielle, pourquoi? Parce que, évidemment, quand on passe de l'état solide à l'état liquide, on reste dans des états condensés, les unités de base sont proches les unes des autres, mais on atteint dans l'état liquide là, une certaine souplesse qu'on n'avait pas dans l'état solide. Donc, il y a eu rupture partielle de certaines liaisons. OK, ensuite, l'exemple C, décomposition de NH4,3PO4 en atomes isolés. Donc là, non seulement on va devoir briser les forces attractives qui assurent la cohésion du solide ionique, donc on va briser toutes les liaisons ioniques ici, et dans un deuxième temps, une fois que j'ai les atomes isolés, donc dans ce cas-ci, NH4+, et PO4-3-, je vais devoir briser les liaisons covalentes polaires à l'intérieur des ions polyatomiques. Alors, ça vous donne des exemples, des exercices qui se trouvent dans le bouquin et j'en ai mis certains supplémentaires qu'on va pouvoir corriger la prochaine fois qu'on se rencontre. Et j'en profite pour vous souhaiter une excellente fin de session et vous féliciter pour votre résilience qui va passer à l'histoire cette session. Alors, au plaisir.